Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony Gonnet-Van et vous êtes sur le podcast de No Limit. Aujourd'hui, je reçois Xavier Titelman, un consultant spécialisé dans l'aviation. Avec lui, nous allons parler de YouTube, mais aussi comment lutter contre la peur de l'avion. Nous allons aussi échanger sur les innovations à venir, les projets en cours dans l'aviation, les taxis volants et plein d'autres choses encore. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur le site internet nolimit.com, sur lequel vous trouverez tout un tas d'informations pour démarrer des business dans ce que vous aimez. Je vous dis bonne écoute, car comme vous le constaterez, celle-ci démarre sur les chapeaux de roue. Alors d'abord, salut Xavier. Bonjour. Bon, on va commencer par une question qui est pas facile, mais est-ce que tu peux te présenter, nous dire qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant, d'où tu viens et comment t'en es arrivé ici? Waouh, alors t'as mis la barre super haut là. Non, je viens du terrain, c'est-à-dire que je suis un ancien aviateur militaire, je voulais être pilote dans l'armée. J'ai pas été au bout de la sélection, mais dans l'armée on m'a proposé de faire autre chose. Du coup, j'ai été navigateur aérien sur des gros avions de patrouille maritime dans la marine nationale. J'ai fait plein de choses, j'ai fait préparateur de missions sur Rafale également, donc plein de missions qui tournent autour de l'aviation, mais vraiment les opérations, le terrain. J'ai fait toutes mes études en cours du soir, en cours par correspondance, j'en suis sorti, et j'ai commencé à faire tout ce qui était autour du conseil. Et là, le conseil, l'objectif, c'est vraiment d'apporter des bonnes pratiques. Qu'est-ce qui se fait de bien? Comment est-ce qu'on peut améliorer? Comment est-ce qu'on peut innover également pour aller avoir des avions plus performants, moins polluants, plus efficaces, augmenter les revenus? Et le but vraiment aujourd'hui, c'est les missions sont tellement variées, mais ça va être par exemple des missions de stratégie opérationnelle. Comment attirer les compagnies low cost long courrier dans tel ou tel aéroport? Alors ça, c'était avant la crise évidemment. Les études de marché sur comment va se passer, je sais pas, le marché des drones taxis en 2025. C'est des missions que j'ai fait, tout à fait. Pas les drones taxis, je donne un exemple justement que j'ai pas fait, mais c'est le genre de mission qu'on fait. C'est autant de la prospective technologique, des ambitions stratégiques, des missions de veille et des missions d'intelligence économique, et puis du développement de vrais cas d'usage, notamment dans les big data sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Donc il y a de la maintenance prédictive, il y a de l'optimisation des opérations aériennes, il y a de la réduction des émissions de CO2. Il y a de l'augmentation de l'accroissement des revenus des compagnies aériennes par plein de petites méthodes différentes, sans que ça coûte forcément plus aux passagers, hein, évidemment. Le but, c'est pas de pouvoir spoiler davantage le consommateur. C'est vraiment optimiser le système. Et moi, objectivement, les missions que je préfère, c'est quand même en ce moment, et depuis quelques années, c'est je veux réduire le poids carbone de l'aviation et je me bats pour ça. Et je suis super content parce que quand on fait des missions dans les aéroports, dans les compagnies aériennes, on arrive très rapidement à grappiller quelques pourcents, mais ça se joue tout de suite en dizaines de tonnes de CO2 par jour, donc c'est vraiment super sympa. Ah bah, si tu traverses l'Atlantique, on va dire que tu vas quand même consommer 100 tonnes. Allez, tu charges 100 tonnes de carburant sur un gros Boeing 777. Tu vas pas tout consommer, évidemment, parce qu'il y a des réserves. Mais voilà, donc quand on économise 2-3%, évidemment, tout de suite, ça fait quelques tonnes de CO2 en moins. Puis tu fais ça sur une dizaine d'avions, tout de suite, c'est important en fait. On arrive très vite à avoir des économies d'échelle, mais avec une différence avec les autres industries, c'est que là, c'est mesurable tout de suite. Si on le faisait par exemple sur une flotte de camions, le patron, il va très bien voir qu'il a économisé 1 ou 2% de CO2. Sauf que les chauffeurs des camions s'en rendent pas réellement compte de l'impact global que ça va avoir. Si tu en parles maintenant à des chauffeurs de Uber, vu que c'est eux-mêmes leur propre voiture, etc., c'est encore plus insignifiant, donc ils le font encore moins attention. Et donc l'intérêt de l'aviation, c'est qu'on est dans un secteur dans lequel les agents sont très impliqués, très volontaires pour faire mieux, parce qu'ils ont envie, puisqu'ils voient tous les jours, ils survolent l'Antarctique, ils survolent les choses, ils voient les choses. Et donc c'est une population qui est très volontaire pour faire beaucoup d'efforts, et pas uniquement pour faire des économies. Parce qu'il y a certaines bonnes pratiques écologiques, parfois, qui coûtent de l'argent à la compagnie aérienne. Et ces compagnies que je vois, moi, parfois on leur dit « Mais non, mais vous faites ça parce que vous êtes radin ». Non, parfois il y a des bonnes pratiques qui coûtent de l'argent et elles les mettent en œuvre et ça leur coûte de l'argent d'émettre moins de CO2. Et c'est ça qui est passionnant dans ce secteur, c'est qu'ils sont pas uniquement tirés par l'argent, il y a réellement du partage, il y a réellement beaucoup de valeur qu'on retrouve dans l'aviation, qu'on retrouve certainement dans d'autres secteurs, mais moi c'est celui-là, ma passion, donc c'est là que je le vois le plus, très clairement. Et du coup, ça t'est déjà arrivé de monter à bord certainement d'un avion, forcément, de faire des missions peut-être même à bord? T'as des expériences, des anecdotes? Dans l'armée? Oui. Dans l'armée, par exemple. Des centaines de vols. Alors, les anecdotes, on volait aussi sur du matériel qui était un petit peu en fin de vie sur certains avions. Je pense notamment au Nord 262,
qui était déjà utilisé par Air France à l'époque de l'Algérie française, et ils avaient été utilisés dans les années 2000 pour faire de la surveillance maritime. Donc là, j'ai eu des démarrages de feu cabine lors de la mise en route. On a eu des problèmes de train d'atterrissage. Je me souviens, en vol, il y avait le moteur qui commençait à avoir des soucis, et la tour de contrôle nous disait est-ce que vous pouvez monter. Et alors, nous, on était jeunes à l'époque, moi j'avais moins d'une centaine d'heures de vol. Et le pilote, pour pas nous inquiéter, parlait hors micro, mais là, du coup, comme il répondait au contrôle, il leur a dit non, on n'a plus la puissance pour monter. Et moi, je voyais mon radar, il y avait un problème électrique, le radar marchait plus, je voyais pas où était l'autre avion pour pas qu'on se rentre dedans. Et puis, arrivé à proximité de la côte, il y a la vigie qui se trouve à Saint-Tropez qui nous dit alors, vous avez une fumée épaisse qui se dégage de votre moteur droit, est-ce que vous pouvez vérifier? Mon Dieu. Voilà, ce genre de petites choses-là. Je me suis crashé sur Atlantique 2 en bout de piste. On a fait une sortie de piste assez violente, on a cassé un avion. L'Atlantique 2, c'est un avion assez gros. Hein. Ouais, c'est une 40aine de tonnes. C'est un avion qui fait des missions qui peuvent durer 12 ou 14 heures. Ok. Voilà. Puis après, quand on est au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, quand on se pose, enfin, on fait des choses qui sont extraordinaires. Le Cap-Vert, voilà. Enfin, c'est l'armée dans tout ce qu'elle a de bien, parce qu'on sauve des vies, parce qu'on fait du sauvetage en mer, parce qu'on mesure des nappes de pétrole, parce qu'on va compter des baleines, puis on va guider des avions de chasse, puis on empêche les gens de se faire couper à la machette par des islamistes au sol. Voilà, c'est extraordinaire. Enfin, moi, j'ai un souvenir qui est émerveillé de cette passion, parce que cette période a été géniale, et puis qu'il y avait l'aviation en même temps, et que c'était une belle période. Ça se ressent Engagez-vous. Ça se ressent tellement la passion dans tes explications, c'est ouf. Mais justement, donc tu as fait des missions en aviation, tu as aussi fait des missions de terrain en tant que consultant. Oui. J'ai donc aussi, je vais y venir, et finalement, tu as décidé de transmettre aussi cette passion via une chaîne YouTube. Alors, c'est rigolo parce que j'ai jamais voulu ça. Ouais. La petite histoire, c'est j'ai fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent allez, je vais être connu, je fais YouTube. Moi, j'ai rien demandé. C'est une psychologue un jour qui m'a demandé d'expliquer à ses patients. En fait, la psychologue, elle savait soigner tout plein de choses. La claustrophobie, il y avait aucun problème. Voilà, toutes les phobies classiques. Et un jour, elle se retrouve face à un patient qui a peur de l'avion, et elle me dit est-ce que tu veux pas venir lui expliquer les turbulences? Alors, bon, moi, j'étais encore dans l'armée à l'époque. Avec tes explications de crash et tout que tu as eu avant et tout ça. Bah, disons que tout le monde qui vole, tous les professionnels de l'aérien, à partir du moment où ils ont un peu de notion, ils savent qu'une turbulence, c'est pas grave, c'est pas dangereux, qu'un avion, c'est solide, un avion, par exemple, quand il a une grosse turbulence de 20 cm, la perception pour le corps, ça peut être de plus de 10 mètres. C'est énorme, ouais. Donc, on a un ressenti qui est faux à cause de notre vitesse. Sauf que la personne qui a vécu un plateau repas qui s'est cogné au plafond, elle a l'impression réellement qu'elle est tombée de 400 mètres et qu'elle est passée à 1 seconde de la mort. Et démystifier les événements qu'ils ont vécus, lui expliquer pourquoi c'était pas grave, effectivement, c'est désagréable, mais c'était pas dangereux pour telle et telle raison. Ce monsieur, ça allait mieux. Et du coup, comme il était pharmacien, il a commencé à nous envoyer du monde. Et sans rien demander, on a commencé à organiser des stages réguliers. On s'est associé à un simulateur de vol. Et je voyais que les questions étaient toujours les mêmes. Et donc, j'ai créé un blog en 2008 qui était la sécurité aérienne pour ceux qui veulent même pas entendre parler d'un acronyme. D'accord. Et puis, du coup, les journalistes, qui parfois avaient besoin de réponses, mais Wikipédia était peut-être pas bien développé, les journalistes ont commencé à m'interroger. Et le compte Twitter, etc. Et puis, l'année dernière... Ouais, j'ai vu, c'est fou. Un engagement de malade. Mais j'ai rien demandé, quoi. C'est pas ce que les gens demandaient. Et l'année dernière, donc du coup, j'étais invité déjà depuis quelques années. J'étais invité chez Boeing à Seattle pour la réception d'un avion neuf. Pour revenir avec un avion vide du coup en France, des choses comme ça. Donc j'avais la chance de vivre des trucs qui étaient extraordinaires. Et puis un jour, je me rends compte que donc j'avais tout axé sur mon blog, et je me rends compte que ma chaîne YouTube, qui pour moi est juste un support vidéo pour mon blog, et notamment j'avais fait des séances de simulateur, ma chaîne YouTube faisait plus de vues que mon blog, alors que j'avais jamais regardé. Et donc invité la réception du premier Airbus A350 chez Air France, j'y vais. Je fais la vidéo à l'arrache sur mon téléphone. Je fais le montage pourri sur mon téléphone dans le RER pour revenir chez moi. Je publie la vidéo, elle fait 120 000 vues en 3 jours. Mais non. Donc je me dis, bon, on va quand même un peu se mettre sur YouTube parce que voilà, il y a une demande derrière, et je me rends bien compte que j'ai une chance unique, et là, pouvoir la partager, c'est vrai que c'est génial, quoi. J'ai vu que tu étais passé sur de nombreux plateaux télé. Enfin, je les compte même plus, mais il y en a vraiment beaucoup. Ma mère a essayé de faire la liste au début. Elle a vite lâché l'affaire. Non, la réalité, c'est qu'il y a des fois
Alors, quand c'est des petites interventions techniques, parce qu'on fait une analyse économique ou un petit truc, ça, c'est pas très compliqué. Quand on analyse un crash ou un accident, il y a très peu de monde, en fait, qui ose se mouiller. Des anciens pilotes ont peur de dire une bêtise, les pilotes actuels ont même pas le droit. Et moi, j'avais juste un regard technique qui était assez extérieur. Je suis pas pilote, mais j'ai cette vision un petit peu opérationnelle de ce qui se passe. Et du coup, clairement, les grands médias ne trouvent pas d'intervenants. Et donc, au début, je pense que c'est par défaut qu'ils m'ont interrogé. Et il se trouve que... Tu t'es positionné en spécialiste petit à petit? Mais j'ai rien demandé, mais il se trouve que moi, quand je dois répondre à quelqu'un pourquoi est-ce que le Rio Paris s'est crashé, je ne peux pas attendre que l'enquête soit finie dans 2 ans. Et donc, on avait commencé à des copains à travailler, alors des copains ingénieurs, inspecteurs à la DGAC, enfin des gars super, super piquants, beaucoup plus pointus que moi, mais à essayer de trouver des réponses sans attendre que ce soit officiel et même sans attendre que les médias donnent des réponses. Ah oui. Et du coup, on était toujours un petit peu en avance. Et du coup, le blog était en avance. Et je pense que l'explosion médiatique, ça a été aussi, peut-être que vous vous en souvenez, l'avion, le MH370. Et Indonesia Airlines, c'est ça? Malaysia? Le Malaysia, exactement. Malaysia. Qui a disparu dans le sud de l'océan Indien. Et ben cet avion-là, il y a un morceau un jour qui s'est retrouvé sur une plage en La Réunion. Et qui a été authentifié comme étant un morceau de MH370. Et ben ce morceau-là, il a été authentifié par un copain et c'était sur mon blog en exclu mondial que ça a été visible, qu'on l'a partagé. Et du coup, j'ai fait CNN, j'ai fait toutes les chaînes à cette époque-là. Et depuis, alors je continue à intervenir dans les médias francophones, mais du coup, les médias étrangers, quoi qu'il se passe dans le monde, quand il y a un Airbus qui se crache, il y a une enquête qui se fait en France. Et ben les médias, ils ont besoin d'un mec qui dise un truc tout à fait banal, mais avec un accent français pourri. Et avec la technique qui va avec. Voilà, mais non, mais parce que n'importe qui pourrait le dire mieux que moi certainement en anglais, donc je galère en anglais, j'ai mon accent pourri, mais c'est ça qu'ils ont besoin, c'est le Frenchie qui explique la situation vue de la France, parce que c'est là que se fait l'enquête, Airbus, etc. Donc c'est assez rigolo, de méga français et étrangers, du coup j'interviens plusieurs fois par semaine. Ok. Ouais, moi j'avais vu la première fois que j'ai connu en fait Xavier pour les auditeurs. En fait, moi j'avais peur de l'avion. Bon, c'est encore un peu le cas, mais j'y reviendrai. Et j'ai fait mes recherches sur ce qu'on pouvait trouver contre ça. Et du coup, je suis tombé sur le simulateur à Genève ou Lausanne. À Lausanne. À la Blécherette. Voilà. Et du coup, ensuite, j'ai vu qu'il y avait aussi un bouquin. Donc j'ai acheté le bouquin, je l'ai lu et j'ai dit bon je vais contacter Xavier après avoir lu le bouquin. Et au final, du coup, ça a donné lieu à cet entretien. Et justement, tu parles des crashs d'avions et tu parles de toutes ces problématiques qu'ont les gens ou de ces fausses croyances et idées qu'on se fait de manière générale dans le bouquin. Et la plupart de ces croyances, donc toi, tu penses, ou je sais pas, mais la plupart du temps, tu penses que les gens peuvent être rassurés, par exemple, en voyant que, quand il y a une turbulence, en fait, il y a que 20 cm. Quand on est vraiment paniqué, il faut simplement regarder le personnel de bord avant de se poser tout un tas de questions. Non, c'est pas si simple. Effectivement, je l'ai vulgarisé. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, il y a 3 trucs. Il y a vraiment la réalité, c'est que les gens ont beaucoup de fausses idées et ont réellement l'impression qu'un orage, c'est dangereux et que la foudre, ça peut casser un avion. Alors que la foudre, un avion, il se le prend en moyenne 2 fois par an. Donc déjà, on décrédibilise un petit peu un certain nombre d'éléments qui sont pourtant repris en boucle dans plein de blogs sur Internet. Donc, il faut des réponses techniques rassurantes. Il faut que les gens sachent vraiment tout sur chaque élément. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? À quoi ça ressemble? Pourquoi les hôtesses, elles font la tête? Qu'est-ce que c'est que ce bouton? Voilà. Il faut vraiment avoir des réponses pour que quand ils se retrouvent face à cette situation, il n'y a plus aucune question. Okay. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi faire en sorte que cette réponse-là, elle prenne le dessus sur les pensées catastrophes. Ça veut dire, typiquement, tout le monde connaît les statistiques de la sécurité aérienne, ça rassure pas pour autant. Et donc, une fois qu'on a ces réponses, c'est vraiment travailler sur le cerveau. Et donc, ça, c'est toute la partie qui a été mise en place par le docteur Negovanska, la psychologue. C'était les techniques qui te forcent à garder ton cerveau allumé. Typiquement, l'écriture. Le fait d'écrire, tu peux pas avoir ton cerveau des émotions qui domine. Et donc, le fait d'être en train d'écrire « je suis dans un avion, j'aime pas ça, c'est des turbulences au secours », le fait d'être en train de l'écrire, tu peux pas être dans le même niveau de panique que si tu t'étais crispé sur ton siège. Et ensuite, il y a une 3e dimension, c'est le simulateur de vol. Ça permet d'apporter des réponses, mais qui soient pas juste rationnelles. Tout à l'heure, je te disais par exemple, une turbulence, voilà, on peut décoller, on peut gérer un avion en train de planer. Un avion, ça plane. Ouais. Simplement, le fait de pouvoir le voir visuellement dans un simulateur de vol en étant soi-même aux commandes, c'est beaucoup plus profond en capacité de conviction pour le cerveau. Et d'où l'intérêt de cette dernière étape. On travaille sur le visuel et aussi sur le besoin de contrôle. Il y a beaucoup de gens qui supportent pas l'avion parce qu'ils sont pas aux commandes et le fait de prendre les commandes, ça aide. Typiquement, c'est mon cas.
Mais du coup, ouais, c'est vrai, dans le simulateur, tu proposes vraiment qu'on se mette à la place des pilotes et qu'on fasse décoller, atterrir un avion tranquillement, quoi. Et puis même ça, le premier vol est normal, le deuxième, on atterrit dans le brouillard, le troisième, on a une panne moteur. En fait, on tourne, on est 3 ou 4 dans le simulateur, chacun son tour, on fait une expérience différente. Le but, c'est vraiment de démontrer par le visuel, parce que le visuel, ça touche le cerveau des émotions, alors que mes réponses techniques, elles vont toucher que ton rationnel. Donc, en fonction de l'intensité de ta peur, le livre, il peut suffire. Parfois, et dans 30 à 40% des cas, le stage est quand même nécessaire parce qu'il y a cette dimension qu'un humain te donne une réponse. Déjà, c'est plus fort que si c'est un livre. Ouais, c'est clair. Et quand c'est du vécu dans un simulateur de vol, c'est encore plus fort qu'une explication. Après, justement, c'était la question pourquoi un livre sur la peur de l'avion, mais je pense que tu l'as tout à fait complété. Parce qu'on nous l'a demandé. C'est encore une fois, c'est pas souhaité. C'était vraiment. Il y a des hôtesses de l'air qu'on a formées pour mieux gérer les passagers. Et qui nous ont dit mais il faudrait faire un recueil de bonnes pratiques pour les hôtesses de l'air pour gérer les passagers. On a fait ça. Et puis après, le blog, il y avait tellement de questions, on a fait ça. Et puis transformer. Donc c'était vraiment, la matière était déjà là. Les gens nous disaient votre PowerPoint, la présentation, elle est bien, mais faites-nous un livre pour qu'à la fin du stage, on ait un livre. Ah oui. Et donc on a fait le livre pour que les gens du stage l'aient. Et puis finalement, il y a 10 fois plus de ventes que ce qu'on pensait, quoi. Parce qu'on pensait pas, on n'imagine pas, mais il y a 20% de la population qui a peur de l'avion. Il y a 10% de la population qui réduit ses vols au maximum parce qu'il veut éviter. Donc on a des cas incroyables, des gens qui vont jusqu'en Corée du Sud en train, des gens qui voient pas leur famille pendant des années. Je me souviens d'un monsieur, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas vu sa maman en Martinique. Parce qu'il pouvait pas prendre l'avion. Parce qu'il avait peur de l'avion, qu'il faisait une crise de panique. J'ai vu des gens rater des contrats à plusieurs dizaines de millions de dollars, des contrats de leur vie qui pouvaient les aider dans leur carrière, mais des trucs de fou. Et des gens qui pleuraient au téléphone parce qu'ils disent « il faut que je décolle demain et j'ai raté l'avion hier et si j'y vais pas, je rate mon mariage ». Enfin, des trucs mais invraisemblables. Ouais, tu dois voir tout un tas d'anecdotes là-dessus. Et n'étant pas psychologue, avoir ce recul et ces gens où ils te disent « mais t'as changé ma vie, j'aurais pas eu cette carrière, j'aurais pas fait ce mariage, j'aurais pas vu mes parents », mais c'est génial. Ça fait un truc, hein. C'est extraordinaire. C'est super chouette. Et du coup, j'allais te poser des questions sur le bouquin, mais du coup, le livre, il est aussi traduit ou il est juste en français? Non, il est en français. On nous le demande. On nous a demandé de le traduire, mais c'est compliqué. C'est long. Ouais. Alors peut-être que Félina, la psychologue, le docteur Negovanska, peut-être qu'elle va le faire en bulgare ou en grec, vu qu'elle parle 5 langues, elle c'est facile. Après, il existe des livres dans d'autres langues. Il n'y a pas de. Donc voilà, c'est quand même beaucoup de travail. Peut-être qu'on le traduira un jour, peut-être qu'on le fera traduire. C'est vrai qu'on fait déjà des formations en anglais parce qu'il y a aussi des gens qui nous le demandent et qu'on a une bonne réputation. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail de pouvoir le traduire, donc c'est pas prévu tout de suite. Et par rapport à ta chaîne YouTube, donc tu n'avais absolument aucune compétence là-dedans et tu as vraiment démarré ta chaîne YouTube de zéro. Mais je pense que j'ai toujours aucune compétence en montage vidéo, je suis nul. Mais... En fait, quand je regarde les autres, je suis désespéré, quoi. Sauf que moi, je fais ça pour le plaisir entre minuit et 2h du matin quand j'ai le temps de faire mon montage. Y a un certain nombre de sujets sur lesquels j'ai déjà des présentations prêtes, je donne des cours dans des universités, j'interviens dans des écoles, je fais des webinaires, etc. Donc, il y a des sujets que je fais relativement facilement, je les transforme en vidéo, je parle à mon écran, j'enregistre mon écran et voilà. Y a des vidéos qui me prendraient pas énormément de temps. Par exemple, quand je fais des vidéos sur la disparition de l'avion, le MH370 dont on parlait tout à l'heure. Que t'expliques la technique et tout, j'ai vu, ouais. Exactement, je reprends pièce par pièce comment est-ce qu'on a identifié tel morceau, à quoi il ressemblait. Ouais. Ça demande un travail de préparation. Mais comme c'est pas mon boulot et que je fais ça juste pour le plaisir le soir, c'est vrai que je suis pas très actif par rapport à d'autres youtubeurs. Et ça m'a d'autant plus étonné d'atteindre 50 000 abonnés en moins d'un an. Incroyable. Mais après, tu vois, par exemple, là, j'ai partagé ce matin une séance de simulateur de vol. La checklist complète de démarrage d'un Boeing 737. Moi, ça me passionne parce que je trouve ça super fun. Je pensais qu'il y aurait mais on a fait 550 000 vues. Ouais, j'ai vu, il y a des vidéos, c'est insane, les statistiques. Mais tu vois, je n'imaginais pas que les gens, ils attendaient ça. C'est juste fait ça parce que ça m'amuse de faire du simulateur avec mon copain dans un simulateur qualité professionnelle. Et c'était pas à but, tiens, je vais faire des milliers de vues, j'en sais rien. Les premières vidéos que j'ai faites, qui ont fait 700 000 vues, j'avais même pas vu que j'avais fait plus de 500 vues. Pour moi, mon audience, c'était ceux qui regardaient le blog dans lequel il y a la vidéo qui était intégrée. Donc vraiment, mes compétences en montage,
mais j'ai honte, quoi. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de musique. Certainement que je devrais. Du coup, il y a des gens qui viennent me dire tiens, file-moi de l'argent, je vais le faire à ta place. Et je vais pas payer pour un truc qui m'amuse, quoi. C'est homemade, les gens ils aiment bien. J'ai vu en fait, ça peut paraître assez surprenant, mais vu que tu réponds à une problématique sur la peur de l'avion, pas que, mais je l'englobe, on va dire. Vu que tu réponds à cette problématique et qu'il y a énormément de curieux pour le secteur de l'aviation et ce genre de choses, beaucoup de personnes recherchent ces termes sur Internet et vu que tu es le seul, ou du moins le plus technique, le plus visible en tout cas, et le plus visible, eh bien, même si c'est du homemade ou quoi que ce soit, ça fonctionne et parce que tu réponds à une problématique. Tant mieux, je vais continuer qu'on s'amuse et que ça marche et que les gens sont contents. Mais c'est vrai qu'il y a l'audience de base qui était peur avion et c'est pour eux que au début j'ai fait des séances qu'est-ce qui se passe en cas de panne moteur au décollage, etc. Après les analyses économiques, moi quand j'ai commencé, j'intervenais sur des plateaux, du coup j'ai partagé mes vidéos d'analyse économique et puis après la chaîne de télé, elle me dit que je fais plus d'audience sur ma chaîne YouTube que eux quand je passe à la télé, donc écoute, c'est ouf, c'est exceptionnel, c'est sympa, mais voilà, et c'est pas rien, c'est envoyé spécial, hein, tu vois, des trucs comme ça, je fais plus, c'est fou, donc en fait c'est parti de la peur de l'avion, c'est devenu technique et économique. Et quand j'ai l'occasion de faire le tour d'un Boeing 737 avec un technicien, là par exemple, juste avant le confinement, j'ai fait le tour d'un Boeing 777. J'ai vu, t'es allé dans la cale. C'est pas celle-ci parce qu'il y en a une, tu visites un avion sur le tarmac et tu rentres dans le hangar. 737. Ah, c'est juste fou. Ça, c'est génial. J'allais te demander comment tu fais pour avoir des lieux de tournage aussi fous, c'est juste quelque chose, quoi. En fait, c'est des copains. C'est les copains avec lesquels je travaille, c'est la communauté avec lesquels on se suit et on est potes depuis des années. Donc à l'époque, lui, il était à l'école, moi j'étais à l'armée, on se partageait des trucs sur Twitter, on était dans le même groupe fermé sur Facebook. Sauf que maintenant, il est directeur de là-bas, l'autre, il est à la com de je sais pas où. Ouais, forcément. Tiens, tu veux pas venir voir? Alors maintenant, il y a aussi autre chose. Ma visibilité fait que les marques, elles cherchent à être gentilles avec moi aussi. Ah oui, aussi. Très clairement, quand Transavia m'invite à Seattle pour réceptionner un avion neuf en 2018, c'est parce qu'ils espèrent que mon blog et mon Twitter, parce que j'avais pas YouTube à l'époque, ça leur coûte rien puisqu'ils ramènent l'avion. Donc ils ont aussi un intérêt communication dans certains cas à me faire venir. Maintenant, moi je suis passionné, par exemple, je vais parler d'électrification. Je trouve ça super intéressant. Je rencontre des responsables de chez Thales pour différents sujets. Je leur dis, ça vous dérangerait pas qu'on fasse une vidéo? Et au contraire, ils sont super contents parce que le marketing, c'est bon pour eux. Ah oui. À la limite, il y a des influenceurs qui se font payer pour faire des vidéos. Moi, je demande si vous voulez bien qu'on le fasse. Moi, je me fais pas payer. À la limite, quand on me paye un billet, je le dis et ça s'arrête là. Et du coup, c'est quoi une journée type à côté de toi, en fait? Par exemple, je sais pas, moi, tu attaques ta journée du lundi, mais quelle est la journée que tu réalises, en fait? Non, d'une manière générale, je commence très tôt. Souvent, je fais du sport. Ensuite, mon fils se lève, je l'amène à l'école. Puis ensuite, la journée professionnelle, elle est assez intense. Avant le confinement, on va dire que souvent, on est chez le client, on est intégré avec les équipes, on va voir les responsables, on va voir les directeurs, on trouve des idées, on innove avec eux, on leur propose des choses. Ou alors vraiment avec la base pour voir comment est-ce qu'ils bossent, les pilotes, les PNC, les opérations aériennes. Et puis après, je m'arrête assez tôt, c'est-à-dire que vers 18h, 18h30, par contre, je reprends de 22h à 1h du matin, je rebosse derrière. Sur ton YouTube ou sur tes activités Un peu des deux, parce qu'en réalité, je bosse en ce moment, par exemple, beaucoup avec le Canada. Je fais beaucoup de réunions à 21h pour le Canada. Oui, forcément. Et ce qui est compliqué, c'est quand on a des équipes où ils sont à la fois à Singapour et au Canada. Donc j'ai de la chance, moi je suis au milieu en France. Mais là, on a des projets avec un Australien, un Singapourien, moi et un Canadien. Pour faire des zooms ensemble, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, il y a l'accent français, il y a aussi les discussions qui sont... Ouais, non, mais voilà, on se débrouille, mais c'est vrai que c'est un rythme qui est relativement intense. Je compte pas le YouTube comme du boulot. Donc je le fais parce que j'aime ça, parce que ça m'amuse, parce que je fais des montages, parce que ça m'ouvre la possibilité de faire des tours en avion de chasse en plus et des trucs comme ça. J'ai vu, c'est incroyable. Il y a personne qui pourrait dire ça, je pense. Ouais, puis c'est rigolo, quoi. C'est rigolo. Donc c'est vrai que d'un autre côté, maintenant, je me dis, si je faisais pas YouTube, j'aurais pas été invité à faire un tour en avion de chasse. Ouais, c'est vrai. Donc ça vaut le coup aussi que je continue parce que peut-être que ma rémunération, c'est de faire un tour en avion de chasse.
Ouais. Voilà. Mais la journée, ouais, elle est longue, mais c'est pas du boulot de faire du YouTube et c'est pas du boulot de traîner avec des pilotes et de voir comment ils bossent. Tu vois, je compte pas ça comme du travail. Ça, juste, c'est vrai que ça prend du temps. C'est une passion, ouais. Mais c'est comme si tu disais un golfeur professionnel, tu dis la vache, tu bosses vachement. Bah non, je fais du golf, quoi. Bon, bah voilà, moi je fais de l'aviation. Ok. Bah du coup, j'allais te demander comment tu t'entoures, mais en fait, tu me l'as répondu juste avant, sauf si tu veux compléter. Mais en gros, c'est des personnes que tu connaissais depuis ton jeune âge, que tu as gardé et avec qui tu as continué d'entretenir des liens, c'est ça? Ouais, c'est un réseau de copains. Mais après, il y a des réseaux professionnels qu'on se fait plus tard. Ah oui, mais ok. il y a vraiment un réseau d'amis de base qui date maintenant depuis des gens de l'armée. Mon meilleur pote de l'armée, maintenant, il est commandant de bord chez Ryanair. Wow. Il y en a un autre qui est responsable des systèmes de radar de défense pour un pétrolier. Donc ça, c'est mes copains de l'armée qui ont évolué. Il y en a qui sont pilotes, il y en a qui sont responsables des opérations, il y en a qui sont contrôleurs aériens. Et tout cela, je les ai gardés, mais c'est devenu parmi les meilleurs spécialistes, les gars les plus pointus. Il y en a qui ont créé des startups. Et puis après, par exemple, les gens qui sont de l'armée, qui vivent maintenant au Canada, avec lesquels je travaille aussi, et qui innovent et qui sont aussi dans la transformation digitale. Et qui sont dans les drones. Et il y avait des pilotes de drones tout au début dans l'armée que je connais et que je continue à côtoyer et maintenant qui entraînent les forces spéciales à l'étranger. Du coup, c'est vrai que si j'ai une question technique, je trouve assez vite la réponse. Ok. Après, professionnellement, par exemple, quand j'ai travaillé chez CGI, qui était un grand cabinet pendant plusieurs années, là, je vais donner les exemples que je faisais, par exemple, quand j'étais à Toulouse. Je peux pas donner mon client, mais bon, vous vous doutez un peu de ce qui se passe à Toulouse. Oui, forcément. Je trouvais des innovations, par exemple. Bon, d'ailleurs, on a gagné un prix d'innovation. Avec Toulouse sur une idée, avec une équipe de Toulouse. Ok. L'objectif, c'était de mieux connaître le poids réel de ce qui est embarqué dans un avion, plutôt que d'avoir des estimations. Par exemple, aujourd'hui, une fillette de 12 ans qui rentre dans un avion, officiellement, elle pèse 77 kilos. Ce qui est complètement faux, évidemment. Bah oui. Donc, en fait, on a des et un garçon de 12 ans, il pèse 91 kilos. C'est faux. Et un bébé pèse 35 kilos. Ça, c'est la loi. Parce que réglementairement, on pouvait pas déterminer le poids de chaque personne une par une, donc on a émis un poids qui était évalué, mais surévalué. Du coup, on a un devis de masse pour les pilotes qui est faux, mais de plusieurs tonnes. Si on traverse l'Atlantique avec 300 passagers, il y a certainement 2 tonnes de passagers en moins que dans le devis. Sauf que le pilote, il achète du carburant pour transporter ces passagers qui sont même pas là, ce poids de passagers qui est pas là. Et le fait d'acheter une tonne de carburant, il va vraiment consommer 300 kilos de carburant sur son trajet, qui va vraiment produire une tonne de CO2. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc, le fait d'imaginer un système où on met une balance pour peser les 200 passagers, je veux pas avoir le poids d'une personne, je veux accumuler le poids de tous les passagers, il n'y a pas de problème RGPD, etc. là-dedans. Eh bien, en fait, on pourrait imaginer que le pilote adapte son achat de carburant pour être le plus proche possible de la réalité. Ça améliore même la sécurité aérienne parce on sait qu'on n'est pas en surpoids, alors que parfois on a des doutes. On est un truc qui serait optimal. Ok. Ce type de projet-là, il faut traîner avec des pilotes, il faut être dans le milieu. Et puis après, par contre, les équipes de CGI, ils iraient jusqu'au bout du développement parce qu'ils ont des process d'innovation, il y a des développeurs, il y a plein de choses. Et ça va aller jusqu'au bout de ce projet, j'espère, d'ici quelques temps. Ça s'appelle FlexiFlights, par exemple. Ça, c'est un projet auquel je crois beaucoup. Mais du coup, en fonction des projets, moi, je trouve juste l'idée opérationnelle, ou alors parfois, je peux accompagner jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle. Mais par contre, si tu me demandes un truc d'informatique, les gens, ils me parlent de train safe et de je sais pas quoi, un Scrum Master, je sais pas ce que c'est, quoi. Ouais, chacun son truc après, quoi. Voilà, exactement. Okay. Et justement, c'était une question, on parlait de carburant. Est-ce que tu connais des projets, sans forcément citer de nom, de marque ou ce genre de choses, mais de choses qui sont en cours de développement pour des avions verts, des avions orientés soit supersoniques, des avions, tu vois, des projets qui peuvent sortir du lot par rapport à ce qu'on connaît habituellement? Le futur de l'aviation fait rêver, hein. Ah ouais. Objectivement, quand on regarde, en fait, alors très factuellement, les avions aujourd'hui sont une amélioration permanente de ce qui existe depuis les années 50, le Boeing 707. On fait que l'améliorer tout le temps, et on arrive à un plafond de verre en se disant voilà, on est arrivé à un niveau où les avions qui sortent là, ils font du 2 litres au 100 par passager, 2 litres de carburant au 100, donc ce qui est pas beaucoup. Ah ouais. On demande à l'aviation de faire encore beaucoup mieux, de diviser par 3 ses émissions de CO2 nettes, malgré la croissance du trafic d'ici 2050. Donc, il faut au moins diviser par 8, encore une fois, le niveau. Donc, certes, on est arrivé à 2 litres au 100 par kilomètre, par passager, mais il faut faire encore beaucoup plus. Et là, il y a une rupture technologique qui sera nécessaire. Et là, on arrive à un seuil où on voit qu'en 2035, on ne sait pas encore ce que ce sera.
ce sera en tout cas certainement de l'hybride électrique. Ah, j'allais dire hydrogène, mais... Alors, l'électricité pourra être produite à base de carburant classique ou d'hydrogène. On a l'aviation purement électrique, 100% électrique de petite taille qui commence déjà à être opérationnelle. Il n'y a qu'à voir ce qui se fait déjà au Canada avec Harbour Air. Je te dis avec l'accent comme ça. Il y a Solar Impulse en Suisse. Alors là, c'est pas réellement commercial. Ouais. Tu vois, alors après que la NASA soit capable de faire des trucs de fou, il faut attendre 10-15 ans. Là, je parle réellement, l'année prochaine, 300 vols par jour commerciaux pour des avions qui font des vols de moins de 300 km avec jusqu'à 10, 12, 14 passagers. Oui, mais entre les îles au Canada, c'est vachement important. Bah oui. Et ben, tu as 100% électrique. Et puis, tu as le eFlyer qui va faire des vols avec Quantum Air qui va faire des vols 100% électriques jusqu'à 200, 300, 400 km pour aller des endroits très rapides comme ça va être génial. Tu regardes le drone taxi. Ouais, j'ai vu. C'est des drones volants. Hein. Ce truc-là, la dernière étude, c'est 1700 milliards de dollars d'activité d'ici 2040. Incroyable. C'est-à-dire que quand on parle, c'est pour ça que Hyundai, Toyota, d'ailleurs ça se fait pas en Europe malheureusement, hein. C'est pour ça que les grands constructeurs automobiles s'y mettent parce qu'ils savent que la voiture de demain, c'est ça, c'est le drone taxi. Et ils investissent là-dedans. Moi j'aimerais que Renault, Peugeot et les autres s'y mettent au lieu de fermer des usines. On se dit allez, on met 1 milliard là-dedans, ou l'État met, ça me ferait rêver. Parce que là, on aurait le potentiel d'avoir un relais de croissance, des emplois, etc. en Europe. Et malheureusement, c'est Hyundai qui s'y met parce qu'ils voient le potentiel et qu'ils osent. Et qu'on est déconnecté. Et on est un petit peu loin de tout ça, mais c'est vrai que du coup, alors il y a plusieurs choses, je pars un peu dans tous les sens, mais il y a cette réalité qu'en 2035, on va encore avoir un avion qui va être au moins divisé par 2, c'est-à-dire qu'on sera certainement autour de 1 litre au 100 par passager. Peut-être qu'en plus, au lieu de faire du litre au 100 par passager de CO2, peut-être que ce sera de l'hydrogène, auquel cas, ton avion, il émet plus rien, mais l'hydrogène, il faudra trouver un moyen de le créer d'une manière plus efficace. Parce qu'aujourd'hui, ça émet beaucoup de CO2 de créer de l'hydrogène. Donc, il y a 2 ruptures technologiques à faire dans l'aviation, puis aussi à côté. On peut prendre des centrales nucléaires pour les dédier uniquement à la production d'hydrogène, peut-être, mais voilà, c'est pas forcément un modèle qui sera valable au niveau mondial parce qu'il y a beaucoup d'électricité qui est faite à base de charbon. Par contre, les pépites de petite taille qui te vendent du rêve et que c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mais d'ici 2023, tu as une révolution. En 2024, tu as les premières lignes de drone taxi qui se font en France entre Paris et Charles de Gaulle, l'aéroport, et Disneyland. Mais Dubaï, c'est 2022. Singapour aussi. 2023, tu as Los Angeles, San Francisco, Sydney. C'est le drone taxi. J'en avais entendu parler, mais je pensais pas que c'était aussi près. Ah non, ça vole déjà. Tu regardes une marque qui s'appelle Ehang en Chine, E-H-A-N-G. Cette marque-là, elle fait déjà voler des drones avec des gens à bord. Alors c'est du test, c'est de la validation, c'est pas encore commercial. N'empêche qu'ils sont prêts, ils sont opérationnels. Je suis pas sûr qu'en termes de sécurité aérienne, il y ait l'agrément suffisant pour être valable et voler en Europe. Maintenant, les Chinois, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Et quand ils ont pris des millions d'heures d'avance sur nous, on pourra plus les rattraper. Ouais, c'est sûr. Donc, en tout cas, ça avance à vitesse très, très accélérée et qu'après, il y ait des trucs qui nous fassent rêver et qui soient pas, et qui filent de l'apoplexie à Greta Thunberg. Ouais, il y en a aussi. Le Zoom, le truc qui vont, les futurs avions supersoniques, les trucs qui vont dans l'espace. Il faut une part de rêve et c'est vrai que le CO2 c'est pas bien, mais cette part de rêve, si elle disparaît totalement, je pense que il y a plus grand chose qui puisse nous faire avancer, quoi. Et je préfère qu'on mette quelques kilos de CO2 là-dedans plutôt qu'à regarder Netflix. Tu vois, j'ai une question pour toi parce que du coup c'est l'avant-dernière question pour que tu sois dans tes horaires. En fait, sur le podcast, quand je reçois quelqu'un, j'ai une question secrète. Personne sait ce que c'est à l'avance. Elle est vraiment générée sur l'idée, sur le moment. Et donc c'est le moment. Tu peux prendre le temps que tu veux pour réfléchir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste d'avoir un retour de ce que tu ferais. Imaginons que demain, le voyage spatial est possible. Donc, ça veut dire que tu pars de Paris et, je sais pas, tu te rends sur Mars, tu vois. Et toi, on te dit, OK, Xavier, tu vas être à la tête d'une navette qui va partir dans l'univers, mais qui a pas forcément de mission en particulier. Qu'est-ce que pour toi, ce serait la mission la plus folle que tu puisses faire si on te dit, tu as un équipage à ta disposition, tu peux partir dans l'univers et en avant, tu fais ce que tu veux. Moi, je ferais, rechercher des vies extraterrestres. Ouais. Ce serait génial. Je sais pas si j'ai encore le livre. Non, il est plus derrière moi. Mais dans mon bureau, il y a des gens qui me posaient beaucoup de questions sur la chaîne YouTube. Je fais pas gaffe aux livres que je laisse derrière moi, mais il y a les extraterrestres. Je trouverais ça formidable, que ce soit possible, qu'on le cherche, qu'on le trouve.
est-ce que les extraterrestres sont des gens qui viennent d'ailleurs ou est-ce que c'est des gens du futur qui viennent faire des analyses sur nous pour nous... Voilà, il y a plein de choses. Et même des chercheurs en géostratégie comme Michel Goyac, avec un article il n'y a pas très longtemps sur ça, des lieutenants-colonels de l'armée, des gens super haut placés, qui se posent la question à quoi ressemblerait une guerre interstellaire, mais loin des films scénarios. Ouais, c'est ça. Alors là, il y aurait vraiment deux choses. Ce serait, si on partait dans l'espace, ce serait pour trouver de la vie ailleurs. Et éventuellement ramener de l'énergie. Donc, je sais pas si on peut mettre une sorte de paille qui aspirerait de l'énergie du solaire pour le ramener sur Terre et que ce soit clean et que la vie soit belle. T'as déjà entendu parler peut-être de la sphère de Dyson? C'est une hyperstructure qui vise à englober le soleil pour pouvoir capturer l'énergie. Ouais, alors je suis pas sûr qu'on ait nécessité d'avoir autant que ça. Mais ouais, on peut mettre quelques kilomètres carrés à un endroit, effectivement, avec un plasma de nuages de je sais pas quoi. C'est ça. Voilà. Bon, j'ai pas le terme, mais ambitieux. Oui. Ouais. Du coup, pour les personnes qui veulent te suivre ou te soutenir ou tout simplement poursuivre ta route, quels sont les endroits sur lesquels te contacter ou acheter ton livre? Quel est son titre? Alors, le livre, en plus, c'est une nouvelle version qui est parue en août, mais je pense que les gens, en ce moment, ils n'ont pas trop de bonnes raisons de prendre l'avion. En tout cas, ceux qui ont peur de l'avion ont toutes les bonnes raisons de pouvoir l'éviter. Donc, je pense que... Mais il s'appelle « Je n'ai plus peur de l'avion ». Il a été édité aux éditions Duno. Donc là, vous pouvez le trouver dans... Je vous conseille les librairies plutôt que Amazon, mais après, vous pouvez aller sur Amazon, il n'y a pas de mal. Après, évidemment, sur les médias sociaux, c'est bête aussi parce que ma chaîne YouTube, elle porte mon nom, mais c'est parce que c'était mon nom sur Gmail et c'était ma chaîne YouTube qui était attachée à mon compte Google. Donc c'est Xavier Titelman. Je sais que c'est pas très vendeur, mais c'est mon nom, j'en suis désolé. Sur Twitter, je m'appelle Peuravion. Sur Instagram, je m'appelle Xavier Peuravion aussi. Mais Instagram, j'ai pas trop le temps de le faire. Et je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent m'écrire parce que c'est message ouvert. Ah oui. Twitter, on peut m'écrire, mais les jeunes sont beaucoup plus sur Instagram, très clairement. J'essaie de répondre à tous les mails que je peux. Ouais, j'ai vu, c'est ouf. Je suis désolé si j'arrive pas à répondre à tout le monde, mais voilà, des jeunes qui me demandent est-ce que tu penses que je dois être pilote demain, je peux pas leur dire désolé, j'ai pas le temps de te répondre, quoi. Donc j'ai envie de leur dire écoute, c'est peut-être pas le moment, mais perds pas espoir et fais du planeur et ça retourne de quelques années. Ce genre de message-là, j'ai toujours envie de répondre parce que à leur place, j'aurais aimé qu'on me réponde. Okay. Donc pour l'instant, j'essaie de répondre à tout le monde. Donc Instagram, je sais que les gens l'utilisent surtout pour m'écrire en message privé, même si moi je suis pas très actif. Twitter, c'est là que je prends plus des positions. Voilà, c'est plus là que je discute. Et YouTube pour le fun parce qu'on s'éclate. Et voilà, ce matin, j'ai fait mon séance de simulateur de vol. Voilà, et j'en suis déjà à 900 vues en 4 heures. Ça me fait super plaisir qu'il y ait 900 personnes qui se soient amusées avec nous dans un simulateur. Tu vois. Ça, c'est cool. Ok, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Puis je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. À très bientôt. Merci. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.